Je vais vous présenter le cours logique informatique. Donc dans logique informatique, il y a deux mots, logique et informatique. C'est logique. Alors pourquoi logique informatique? Pourquoi pas logique mathématique ou logique philosophique? Non, ici, c'est un cours qui se veut résolument une partie du curriculum d'informatique, et je vais expliquer peut-être rapidement, de manière caricaturale, pourquoi logique informatique. Alors pour ça, j'ai un sac à dos, je vais sortir des affaires. Alors imaginons d'abord, oui voilà, imaginons d'abord une situation extrêmement simple, dans laquelle vous, sur votre ordinateur, vous tapez une requête à une base de données, une requête dans un moteur de recherche. Donc qu'est-ce qui se passe quand vous tapez cette requête? Donc première chose, je sors tout ça. Première chose, oui, voilà. Première chose, vous tapez sur le clavier. Donc vous utilisez un circuit booléen. Première étape, circuit. Et évidemment, le circuit, c'est un calcul booléen, effectue un calcul booléen, c'est basé sur la logique. Ensuite, ce que vous avez tapé est traduit en une requête. Requête. Qu'est-ce que c'est qu'une requête? Une requête, c'est une formule, c'est de la logique. Cette requête, ensuite, elle est transmise à... Ah, j'ai oublié, j'avais un objet très volumineux, requête à une base de données. La base de données, c'est lourd, hein. Là, voilà. Base de données. Cette requête, ensuite, elle est transmise communication. Elle est transmise en utilisant un protocole de communication. Protocole de communication, je dois avoir quelque chose aussi. Voilà, un téléphone. Okay, téléphone. Et là, dans ce protocole, au moins certains aspects des protocoles de communication vont être basés sur la logique. Ensuite, il y a un programme qui va évaluer la requête sur une base de données. Programme. Voilà un programme. Dans un langage de programmation que vous reconnaissez peut-être. Ces programmes, alors peut-être que c'est une partie qui ne vous paraît pas immédiate, mais un programme, c'est la même chose, l'évaluation d'un programme, c'est la même chose que la simplification d'une preuve. On en parlera dans le cours d'ailleurs, on l'effleurera dans le cours, la correspondance de Curie-Howard. Enfin, ce programme, peut-être qu'il va échouer, ou il va se produire un événement inattendu, parce que les programmes ne sont pas parfaits, et quelquefois, il y a ça dans les programmes, hein, des bugs. Et, alors évidemment, les bugs en eux-mêmes ne sont pas reliés à la logique, mais éviter les bugs se fait en vérifiant les programmes, en faisant de la vérification, et ça, c'est lié à la logique. Donc quand on voit cette chaîne ici, évidemment, ce que j'ai voulu démontrer, c'est évident. La logique intervient dans tous les aspects, dans beaucoup d'aspects de l'informatique. Et même pas seulement ceux qui sont mentionnés ici, il y en a d'autres.
Et là, je vais peut-être paraphraser des collègues qui ont écrit cet article que je vous recommande, qui s'appelle The Unexpected Usefulness of Logic in Computer Science. Et en effet, disons, dans cet article, il compare l'importance ou l'impact de la logique en informatique à celui des mathématiques dans la physique. Et c'était un impact qui n'était pas prévu à l'origine, on ne l'imaginer pas, mais qui aujourd'hui est évident. Donc la logique intervient dans tout, et dans cet article, il mentionne certains des exemples que j'ai donnés là, en particulier l'exemple des bases de données, qui est mentionné dans l'article, qui explique en quoi la logique et les progrès de la logique informatique ont permis le développement des bases de données. Il mentionne la correspondance de Curie-Howard, le lien entre programmé et prouvé, et la vérification avec la trilogie de Trachtenbrot, logique, circuit et automate, qui a donné lieu à un des plus beaux résultats de la logique informatique. Et il mentionne aussi d'autres exemples, comme en particulier l'intelligence artificielle et le Common Knowledge Problem. Donc il y a d'autres domaines d'application qui ne sont pas mentionnés ici. Et c'est ça qui justifie vraiment le fait qu'on fasse ce cours de logique informatique, dont le contenu va donc être dirigé en partie par cet ensemble d'applications, même si on ne les verra pas immédiatement dans le cours. Bon, ceci dit, on ne peut pas complètement oublier que la logique n'a pas été inventée pour l'informatique et qu'elle existe depuis des millénaires. Alors moi, je ne suis pas un mathématicien, je ne suis pas un logicien mathématicien, je ne suis pas un philosophe, mais je ne peux pas ignorer ce qu'ont fait mes prédécesseurs, et qu'on utilise aussi beaucoup d'ailleurs. Alors du point de vue philosophique, c'est là que je suis réellement moins compétent, même si c'est très intéressant. Disons, c'est dans l'histoire de l'humanité, c'est quand même une très longue période. Avant une très longue période, la logique a été essentiellement du domaine de la théologie ou de la philosophie, et l'objectif étant d'essayer de convaincre son interlocuteur. Quels sont les moyens qu'on a de convaincre quelqu'un? Il faut des règles, et c'est la logique, voilà. Mais je ne peux pas beaucoup en parler. Par contre, la logique a aussi pris son essor en mathématiques, et je dirais essentiellement entre 1900 et 1950. Et là, comme je vais utiliser pas mal, quand même, à plusieurs reprises, des outils qui ont été mis en place à cette époque par les mathématiciens, je vais expliquer un petit peu, puis ça m'amuse aussi de le faire, ce qui s'est passé à cette époque et pourquoi la logique a pris de l'importance en mathématiques, puis moins d'importance à partir de 1950. Pour commencer, j'ai eu la curiosité il y a quelques années d'aller regarder des textes originaux de Augustin Cauchy, donc mathématicien du XIXe siècle. Et quand on lit ces textes, on s'aperçoit que les énoncés, la littérature mathématique est très différente à cette époque par rapport à aujourd'hui. Ces textes sont écrits en langue naturelle, pas dans un langage mathématique. Et si, parmi l'auditoire, je pense qu'il y a des gens beaucoup de gens qui s'intéressent aux séries, à la convergence, à la série de fonctions, à la convergence simple, convergence uniforme, qui sont des contributions de Cauchy au XIXe siècle. Et
Donc, quelle est la différence entre la convergence simple et la convergence uniforme? C'est juste l'inversion de deux quantificateurs. Mais si les quantificateurs apparaissent pas explicitement comme symboles, c'est difficile de voir la différence, plus difficile encore qu'aujourd'hui. Et c'est le problème qu'a résolu Cauchy d'une certaine façon. Mais à l'époque, il n'y avait pas de symbole pour désigner les quantifications existentielles et universelles. Et c'est un besoin qui s'est fait ressentir de formaliser plus la syntaxe, formaliser les énoncés, et aussi les règles qui sont utilisées pour faire les preuves. Alors un autre exemple concernant les preuves, qui est très controversé, ce sont les preuves d'existence. Typiquement, je crois dans la thèse de Hilbert, il prouve l'existence d'une base, donc je crois dans les années 1880 par là, je ne sais plus exactement la date, l'existence d'une base sans la construire, en montrant que si elle n'existait pas, il y aurait une contradiction. Donc elle existe. Mais cette preuve d'existence, elle est quand même contestable, puisqu'on prouve que ça existe, mais on ne le construit pas. On ne peut pas le montrer. Donc là, ça pose des questions. À quoi on a droit pour dériver des énoncés? Donc cette formalisation des mathématiques, elle est entreprise dès la fin du XIXe siècle par, en particulier, un logicien qui s'appelle, je vais mettre quelques noms, très peu ici, qui s'appelle Frege. Et au passage, cette histoire des fondements des mathématiques, qui commence avec Frege en particulier, elle est rapportée dans un ouvrage que je vous recommande, c'est une bande dessinée, donc je l'ai écrit dans une autre couleur peut-être, Logicomics, qui prend un peu de liberté avec la réalité historique, mais moi aussi j'en prends, donc il n'y a pas de souci. Donc Frege essaye de formaliser les mathématiques. Il consacre un certain temps, un certain nombre d'années de sa vie à écrire 2 volumineux livres. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est quelque chose qui a un retentissement très important et qui a vraiment lancé la logique mathématique. C'est la lettre que lui envoie Bertrand Russell quand il reçoit, après avoir reçu, les manuscrits de Frege. Et ce que explique Russell, il lui voit quelque chose de très très simple, une phrase, et cette phrase lui démontre juste que toute la théorie de Frege est contradictoire. Il peut trouver une contradiction dans la construction de Frege. Et c'est très ennuyeux, parce que si on fonde toutes les mathématiques sur ce formalisme de Frege, et qu'il est contradictoire, les mathématiques s'écroulent. Donc c'est très grave. Et alors là, je cite un autre nom extrêmement important, et même peut-être le plus important ici, David Hilbert, qui est connu évidemment pour son école de mathématiques au début du XXe siècle, mais pour les 20 problèmes qu'il a posés pour le XXe siècle, mais aussi pour le programme de Hilbert. Et le programme de Hilbert, il vient de cette contradiction qu'on appelle le paradoxe de Russell. Et parce que Hilbert se pose cette question-là, il se dit, bon, qu'est-ce qui nous prouve que demain, je ne vais pas trouver une contradiction dans la géométrie plane, dans l'arithmétique? Donc comment est-ce que je peux être sûr que tous les résultats qui ont été obtenus au cours des siècles en arithmétique, en géométrie et dans des théories beaucoup plus élaborées, comment est-ce que je peux être sûr qu'à un moment donné, je n'ai pas obtenu une contradiction et que tout va s'écrouler? Je veux être sûr de ce que je fais, donner des fondements sûrs aux mathématiques. C'est le programme de Hilbert, donner des fondements sûrs aux mathématiques. Alors comment on fait pour donner des fondements sûrs aux mathématiques? Alors l'idée de Hilbert, c'est de partir de propriétés qu'on admet dans l'arithmétique. Il se focalise d'abord sur l'arithmétique,
comme 1 plus 1 égale 2, 2 fois 3 égale 6. Donc ça, ça fait partie de ce qu'il appelle l'arithmétique élémentaire, qu'on admet au départ. Et à partir de là, on veut reconstruire toutes les mathématiques, de manière prouvée cohérente. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans l'arithmétique élémentaire, on peut coder, exprimer le fait qu'une théorie plus expressive soit elle-même cohérente. Et donc l'idée, c'est de prouver dans l'arithmétique élémentaire la cohérence d'une théorie qui éventuellement est plus expressive. Par exemple, l'arithmétique de Peano. Et alors tout ça, là, je mets un dernier nom ici, dont vous avez sûrement entendu parler, Kurt-Gödel. Donc ce programme s'écroule avec le théorème de Gödel, qui nous dit en gros que, d'accord, si une théorie axiomatique est suffisamment expressive pour exprimer sa propre cohérence, alors ou bien la théorie est incohérente, ou bien elle ne permet pas de démontrer sa cohérence. Donc, de toute façon, c'est le terme d'incomplétude, de toute façon, on est dans une impasse, on n'arrivera jamais à avoir de certitude de ne pas trouver de contradiction dans les théories mathématiques. Et c'est pour ça un petit peu, à partir des années 50, pour Gödel, c'est 1935. Hein. À partir de ces années-là, la logique mathématique est devenue plus une affaire de spécialistes qu'un enjeu mondial. Ça ne veut pas dire qu'évidemment c'est un domaine qui est très vivant, mais qui est très difficile et pointu. Alors que nous, ces fondements, on va les réutiliser, mais dans un cadre applicatif nouveau, qui est celui de la logique informatique, et qui est intéressant. Alors avant de terminer cette introduction, je ne peux pas m'empêcher quand même d'expliquer le paradoxe de Russell. Ok. Et ça sera la fin de mon introduction. Puisqu'il a eu un tel retentissement et qu'il est à la base de la construction de la logique mathématique, quand même, c'est quelque chose d'important. Le paradoxe de Russell. Donc là, j'ai 3 versions du paradoxe de Russell. Une qui s'adresse à votre grand-mère ou à votre petit frère, une qui est celle de Russell, et une version informatique. Donc la première version, celle qui est accessible à tous. Donc on suppose qu'il y a une ville dans laquelle il y a un barbier qui rase tous ceux qui ne se rasent pas eux-mêmes. Est-ce que le barbier se rase lui-même? Alors si le barbier se rase lui-même, comme il rase tous ceux qui ne se rasent pas eux-mêmes, il ne se rase pas lui-même. Mais s'il ne se rase pas lui-même, comme il rase tous ceux qui ne se rasent pas eux-mêmes, il se rase lui-même. Donc on a une contradiction. Un paradoxe, si on veut. Ça, c'est la version, c'est en substance ce qu'a écrit Russell. Hein. Évidemment, lui, il n'a pas utilisé la métaphore du barbier, il a utilisé la théorie mise au point par Frege, et dans laquelle on peut exprimer l'ensemble des ensembles qui ne se contiennent pas. Donc c'est plutôt ça qu'a écrit Russell. Qu'est-ce qui se passe quand je prends l'ensemble des ensembles qui ne se contiennent pas? Est-ce qu'il se contient lui-même? S'il se contient lui-même, il ne se contient pas lui-même. Il ne se contient pas lui-même, il se contient lui-même. Contradiction. Et la théorie de Frege s'écroule. C'est une proposition super simple. Bon, dernière version informatique. Alors, version informatique, je considère un programme P. Un programme P qui a deux paramètres, Q et D, et qui est tel que, donc, si Q est le texte d'un programme, tel que quand je l'applique à D, j'obtiens 1, alors on renvoie 0, et sinon, on renvoie 1. En particulier si Q n'est pas le texte d'un programme. Ok? Donc à partir de ce programme P,
je peux définir un programme R tel que R de Q, c'est Q P appliqué à Q et à Q. Ok ? Donc qu'est-ce qui se passe quand j'applique R à lui-même ? Quand j'applique R à lui-même, par définition, c'est P appliqué à R et à R, donc c'est R, c'est 0 si R de R égale 1, et 1 sinon. Et là on retrouve le paradoxe de Russell, parce que si R de R égale 0, alors R de R égale 1, et si R de R égale 1, alors R de R égale 0. Contradiction. Donc c'est une autre version du paradoxe de Russell. C'est ce que nous, en informatique, on appelle l'argument diagonal. Enfin, pas seulement en informatique, d'ailleurs, c'est aussi l'argument de Gödel. Et ce sont les fondements de la calculabilité. Donc là, ce que prouve cet exemple, c'est qu'en fait, un tel programme n'existe pas. Et donc, il y a des fonctions pour lesquelles il n'existe aucun programme qui les calcule. Et là, en voilà un exemple. Donc toute la calculabilité, ça consiste à savoir quelles sont les fonctions qu'on peut calculer, quels que soient les moyens qu'on utilise. Voilà, donc ça termine peut-être mon introduction. J'aimais bien donner cet exemple pour vous inciter aussi à regarder la calculabilité, qui ne fait pas partie de ce cours. Nous, dans ce cours, si je reviens au début, on veut faire une petite initiation à la logique qui ne suppose aucun prérequis, on part de 0, donc on partira vraiment de la base. Une petite introduction à la logique avec en tête tout ça, c'est-à-dire les applications informatiques, l'histoire de la logique mathématique, mais on va pas la refaire, on ne démontrera pas les gros théorèmes de théorie des modèles, on va partir on aura en tête plutôt ces applications. Donc on aura une première partie dans laquelle on va regarder le calcul propositionnel, donc une logique très très simple. Ensuite, une deuxième partie dans laquelle on étudiera la logique du premier ordre, qui est la plus utilisée et celle qu'a voulu utiliser aussi, formaliser Frege. Et dans une troisième partie, on se rapprochera des théorèmes d'incomplétude avec les théories axiomatiques, donc l'étude de théories présentées axiomatiquement, par des formules du premier ordre, théorie axiomatique du premier ordre. Voilà. Bon, j'espère que je vous ai donné envie de regarder la suite.